Imaginez une chaîne de montagnes hérissées comme une mâchoire, des pics qui dépassent les 3000 mètres, des gorges où l'écho répète 7 fois le même coup de feu. C'est ici, dans ce royaume suspendu entre ciel et roche, que va se jouer l'une des histoires les plus étonnantes et les plus méconnues de la résistance africaine au XIXe siècle. Nous sommes en 1880. L'Empire britannique a déjà avalé la moitié du continent africain. Ses armées sont équipées, disciplinées, certaines d'elles-mêmes. 7 mois plus tôt, en Afrique du Sud, à Isandlwana, les Zoulous ont infligé à cette même armée l'une des pires défaites de son histoire coloniale. Et maintenant, c'est au tour d'un petit royaume montagnard, le Basutoland, le Lesotho d'aujourd'hui, de refuser de plier. Pas pour conquérir un empire, pas pour repousser un envahisseur lointain. Pour une raison bien plus simple, bien plus intime, garder leurs fusils. Des armes qu'ils avaient achetées légalement. Des armes qu'ils utilisaient pour chasser, pour se défendre, pour exister en hommes libres sur leur propre terre. Et quand la colonie du Cap a voulu les leur arracher, les Basotho ont répondu par les armes. Et ils ont gagné. Ce conflit porte un nom presque trop simple pour la portée de son enjeu. La guerre des fusils. Une guerre qui allait humilier l'administration coloniale du Cap, vider ses caisses et offrir au peuple Basotho quelque chose de rarissime dans l'Afrique de la fin du XIXe siècle. Une victoire complète contre une puissance coloniale. Je m'appelle Didier de Saint-Ouen-sur-Seine. Aujourd'hui, dans les Victoires oubliées, je vous emmène sur les sentiers escarpés du Maloti pour raconter comment un peuple de cavaliers et de tireurs d'élite a défendu, les armes dans la main, le droit même de porter les armes. Si ces histoires vous touchent, abonnez-vous aux Victoires oubliées sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast ou partout où vous écoutez vos podcasts, et partagez cet épisode autour de vous. Ces combattants ont été oubliés une fois. Ne les laissons pas l'être une seconde fois. Dans le prochain épisode des Victoires oubliées, nous quitterons les montagnes du Lesotho pour les plaines du Mali, où une autre résistance, tout aussi acharnée, va tenir tête à l'expansion coloniale française, le siège de Sikasso, citadelle imprenable du royaume du Kénédougou, et le combat du roi Babemba Traoré pour défendre, lui aussi, jusqu'au dernier souffle, la liberté de son peuple. Les Victoires oubliées. Un récit, une mémoire, une dette d'histoire. Ce royaume comprend vite une vérité essentielle. Pour survivre face aux Boers et aux Britanniques, il faut des chevaux et des fusils. Dès le milieu du siècle, les Basotho deviennent des cavaliers redoutables, armés de fusils à chargement par la culasse achetée légalement par le commerce. En 1868, menacé d'anéantissement par les commandos Boer de l'État libre d'Orange, Moshoeshoe demande la protection de la couronne britannique. Le Basutoland devient protectorat britannique, puis en 1871, il est transféré sous l'autorité de la colonie du Cap. Une décision prise sans consultation des chefs Basotho et qui va tout changer. Car la colonie du Cap veut intégrer, contrôler, uniformiser. En 1878, le Parlement du Cap vote le Peace Preservation Act qui autorise la confiscation des armes à feu de la population africaine contre une compensation dérisoire. Les colons blancs, eux, ne sont soumis à aucune restriction. En avril 1880, lors d'un pitso, une grande assemblée publique réunissant entre 6 et 10 000 Basotho, l'annonce tombe. Il faudra rendre les fusils. Pour les Basotho, c'est un coup porté à leur dignité même. Ces fusils ne sont pas des trophées de guerre volés. Ce sont des biens achetés, souvent à prix d'or, pour chasser et pour défendre leur famille depuis des décennies. Le plus déterminé est Masofa, troisième fils de Moshoeshoe, retranché sur la forteresse de Taba Bosiu, la montagne même où son père avait fondé la nation Basotho. Quand la nouvelle du Pitso se répand dans les chefferies, Masofa convoque ses propres guerriers. Ces mots, tels que les rapporteurs coloniaux les ont consignés, sont nets. Ils nous demandent nos fusils,
nos fusils que nous avons achetés, nos fusils avec lesquels nous nourrissons nos familles. Si nous les rendons aujourd'hui, demain ils demanderont nos terres, et nous n'aurons plus rien pour défendre ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas un discours de rébellion gratuite, c'est un calcul politique lucide. Sans armes, son peuple ne survivra pas. Demander à un homme Basotho de rendre son fusil, c'est lui demander de redevenir vulnérable sur sa propre terre. Le Paramount Chief Letsi Ier choisit la voie de la prudence officielle. Il professe sa loyauté envers la couronne, espérant éviter un massacre. Mais derrière cette façade, plusieurs de ses fils et de ses frères refusent tout compromis. Les Basotho ne combattent pas en masse compacte. Ils combattent comme une cavalerie légère insaisissable. Ils frappent, se replient dans les gorges, réapparaissent ailleurs, exploitant chaque relief, chaque ravin, chaque sentier de montagne qu'ils connaissent depuis l'enfance, là où les officiers coloniaux avancent à l'aveugle, sur des cartes approximatives. D'autres affrontements suivent, à Kalankong et ailleurs, où le scénario se répète. Colonnes harcelées, ravitaillements coupés, patrouilles décimées par petits groupes de cavaliers qui surgissent et disparaissent. Les Basotho disposent d'un atout que les autorités du Cap avaient sous-estimé. La quasi-totalité des hommes adultes du royaume possèdent un fusil. Plus de 10 000 hommes en armes, mobiles, motivés, défendant leur propre terre. L'hiver austral arrive, glacial sur les hauts plateaux. Les colonnes coloniales s'enlisent, les lignes de communication sont étirées, vulnérables. Le coût de la campagne explose. Les caisses du Cap se vident à un rythme alarmant, pour un résultat militaire quasi nul. Chaque semaine apporte son lot de patrouilles embûchées, de convois attaqués, de soldats blessés rapatriés vers les garnisons frontalières. Au printemps 1881, l'évidence s'impose à Cape Town. Cette guerre ne peut être gagnée par les armes. Les négociations s'ouvrent. En avril 1881, un accord de paix est signé. Et la clause centrale de cet accord tient en une phrase. Les Basotho sont autorisés à conserver leurs fusils, moyennant une simple taxe annuelle par arme enregistrée. Le bilan financier de la guerre est sans appel. La colonie du Cap a englouti environ 4 millions de livres sterling dans cette campagne. Elle a perdu des hommes, des chevaux, du matériel. Elle a surtout perdu, de façon irréversible, la confiance et la loyauté de tout un peuple qu'elle prétendait administrer. Mais politiquement, le résultat c'est sans appel. Le 16 mars 1884, le Basutoland redevient officiellement un territoire sous protection directe de la couronne britannique, séparé, distinct, à l'écart de la colonie du Cap et des appétits de ses colons. Cette décision change le cours de l'histoire australe, car contrairement au Transvaal ou à l'État libre d'Orange, le Basutoland conserve l'essentiel de son intégrité territoriale et de sa structure de chefferie traditionnelle. Il échappe à l'absorption complète par les colons blancs qui, dans les décennies suivantes, transformeront l'Afrique du Sud en un État ségrégationniste. C'est cette trajectoire singulière qui explique, près d'un siècle plus tard, pourquoi le Lesotho accédera à l'indépendance en 1966 en tant que royaume souverain doté de ses frontières historiques, plutôt que d'être englouti comme simple Bantoustan dans la machine de l'apartheid sud-africain. La guerre des fusils, par sa victoire militaire et politique, a littéralement préservé l'existence du Lesotho comme nation. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans le nom même de ce conflit. On ne l'appelle pas la guerre de l'Erotoli ni la guerre de Masofa. On l'appelle la guerre des fusils. Parce que l'enjeu n'était pas la conquête d'un territoire ni la soumission d'un peuple voisin. L'enjeu était le droit, pour des hommes libres, de continuer à se défendre eux-mêmes. Aujourd'hui encore, le Lesotho demeure l'un des très rares pays africains à n'avoir jamais été directement colonisé, dans son intégrité territoriale par une puissance européenne. Enclavé certes, entouré par l'Afrique du Sud, mais souverain, avec ses propres frontières, sa propre monarchie, sa propre langue nationale, le Sesotho. L'Erotoli deviendra Paramount Chief en 1891, à la mort de son père. Masofa, jusqu'à sa propre mort, continuera de défendre l'autonomie des chefferies face à toute autorité. Leur nom ne figure dans aucun manuel scolaire occidental,
ne sont gravés sur aucune statue européenne. Et pourtant, sans leur refus de déposer les armes en cet automne 1880, l'histoire de toute l'Afrique australe aurait pu prendre un visage très différent. Pour comprendre la guerre des fusils, il faut d'abord comprendre qui sont les Basotho et quel royaume Moshoeshoe Ier a bâti sur les sommets du Maloti. Au début du XIXe siècle, l'Afrique australe est ravagée par le Lifakane, cette période de bouleversements, de famines et de guerres qui suit l'expansion du royaume zoulou sous Shaka. Des dizaines de groupes sont déracinés, affamés, en fuite. Un jeune chef, Moshoeshoe, choisit une stratégie radicale, installer son peuple au sommet d'un plateau rocheux quasiment inexpugnable, Taba Bosiu, la montagne de la nuit. De là, il négocie, il accueille les réfugiés de toutes origines, il forge une nation nouvelle, les Basotho, qui existent encore aujourd'hui sous le nom de Lesotho. La guerre des fusils nous rappelle une vérité simple et essentielle. La dignité parfois se mesure à ce qu'un peuple refuse de céder, même quand l'adversaire semble écrasant, même quand le prix à payer est terrible. Les Basotho n'ont pas seulement gardé leurs armes, ils ont gardé leur nation. Dans la langue Sesotho, il existe un proverbe que les anciens répètent encore dans les villages du Lesotho. Nka, Sekeka, Lebala, Mobu ou Aheso. Je n'oublierai jamais la terre de mes pères. C'est exactement ce pourquoi l'Erotoli et Masofa ont pris les armes en 1880. Non pas pour conquérir, non pas pour étendre un empire, pour que leurs fils et les fils de leurs fils puissent encore marcher sur cette même terre en hommes libres. Le Lesotho d'aujourd'hui porte encore les cicatrices et les héritages de cette guerre. La monarchie est toujours là. La langue Sesotho est toujours là. Les frontières tracées par la résistance des années 1880, confirmées en 1884 par la protection directe de la couronne, sont celles qui délimitent encore aujourd'hui ce petit royaume enclavé dans le flanc de l'Afrique du Sud. Chaque fois qu'un citoyen du Lesotho présente son passeport, chaque fois que le drapeau vert, blanc et bleu se hisse sur les bâtiments de Maseru, c'est aussi l'héritage d'une guerre de 19 mois que personne ne voulait enseigner. Une guerre gagnée avec des fusils achetés légalement, sur un terrain que personne d'autre ne connaissait, par des hommes que l'administration coloniale avait décidé, par avance, de ne pas prendre au sérieux. Et Masofa a regardé ce qui s'est passé ailleurs en Afrique australe. Les royaumes qui ont accepté de désarmer n'ont pas conservé leur autonomie longtemps. À ses côtés se dresse l'Erotoli, fils aîné de Letsi, futur Paramount Chief et chef de guerre redoutable. C'est lui qui va porter le poids principal des combats. Avec lui, le chef Joel Molapo et plusieurs seigneurs de guerre rassemblent leurs cavaliers, vérifient leurs fusils, organisent leurs lignes de ravitaillement en poudre et en plomb à travers les vallées. L'Erotoli rassemble ses cavaliers dans les jours qui précèdent. Il ne cherche pas la bataille frontale, il la refuse. Nous ne sommes pas des Zoulous à Isandlwana. Nous ne chargeons pas en masse sur des fusils, à répétition. Nous connaissons ces montagnes mieux que leurs officiers ne connaissent leur propre nom. Chaque ravin est une position. Chaque crête est une ligne de tir. Nous les ferons venir à nous. C'est une doctrine de guerre asymétrique formulée avec une clarté remarquable. Leur terrain, c'est leur armée. Le 13 septembre 1880, la guerre devient inévitable. Les forces du Cap franchissent la frontière. Les combats éclatent, presque immédiatement à travers tout le territoire. Mais c'est en octobre que la guerre bascule véritablement. À Kalabani, les guerriers de l'Erotoli tentent une embuscade à une colonne coloniale. Les Basotho, postés en hauteur dans des positions défensives choisies avec soin, laissent approcher les soldats du Cap, puis ouvrent le feu de façon synchronisée. La colonne, prise au piège dans un terrain qu'elle ne maîtrise pas, encaisse des pertes lourdes. 39 hommes tués ou blessés en une seule action. Les rapports du Cape Mounted Riflemen, après Kalabani, sont instructifs dans leur langue même. Ils ne parlent pas d'assaut ennemi,
mais de feux bien dirigés depuis des positions élevées. Les officiers du Cap n'arrivent pas à nommer correctement ce qui vient de leur arriver. Parce que dans leur doctrine, l'adversaire africain est censé charger, pas tirer, depuis une ligne de crête choisie avec soin. L'Erotoli avait choisi sa position 2 jours à l'avance. Il savait quel chemin la colonne emprunterait parce que ses éclaireurs l'avaient suivi depuis Wepener. Il savait l'heure approximative à laquelle elle atteindrait le goulet. Il avait placé ses meilleurs tireurs en hauteur, en quinconce, pour maximiser les secteurs de tir. Ce n'est pas une embuscade d'opportunité, c'est une opération planifiée. Les négociateurs Basotho arrivent à la table avec une position simple. Ils ne s'en-pitchent pas sur le principe. Il y a aujourd'hui, au Lesotho, une fête nationale célébrée chaque année le 4 octobre, le jour de l'indépendance, qui marque l'accession à la souveraineté en 1966. Mais dans les villages des hauts plateaux du Maloti, les anciens savent que l'indépendance de 1966 n'aurait pas été possible sans la résistance de 1881, sans ces hommes qui ont refusé, à cheval dans les gorges, de redevenir désarmés sur leur propre terre. Ces hommes n'attendaient bis pas qu'on écrive leur histoire. Ils faisaient leur histoire. Et c'est nous, des décennies plus tard, qui avons la responsabilité de la raconter pour qu'elle ne disparaisse pas une seconde fois. Pas de désarmement. Pas de confiscation. Si une taxe était nécessaire pour que le Cap sauve la face, soit. Mais les fusils restent dans les foyers Basotho. Massofa, même en coulisses, fait dire qu'il n'enregistrera rien et ne paiera rien, que les Britanniques y viennent reprendre ces armes eux-mêmes, s'ils en ont le courage, après ce qu'ils viennent de traverser. Cette fermeté, maintenue pendant 19 mois de guerre et de négociations, est ce qui rend l'accord d'avril 1881 si extraordinaire. Le Cap a dépensé des millions, il a mobilisé des milliers d'hommes, et il a obtenu exactement ce que les Basotho ont bien voulu lui concéder, c'est-à-dire presque rien. C'est très exactement ce pourquoi ils s'étaient battus et ils l'ont obtenu. La paix de 1881 ne met pas fin instantanément aux tensions. Dès 1882, de nombreux chefs Basotho, dont Massofa, refusent purement et simplement d'enregistrer leurs armes et d'en payer la taxe. Cette même année, le gouvernement du Cap envoie une nouvelle expédition commandé par un général dont le nom résonnera bien plus tard dans l'histoire impériale, Charles Gordon, le futur Gordon Pacha de Khartoum. Son expédition, face à l'impossibilité de soumettre les Basotho, se retire sans avoir rien obtenu. Un dernier point que les livres d'histoire évitent soigneusement. La guerre des fusils n'a pas seulement coûté de l'argent à la colonie du Cap. Elle a coûté des hommes, des soldats du Cape Mounted Riflemen, des auxiliaires africains engagés dans les forces coloniales, des civils pris dans les combats. Ces morts ont été enterrés discrètement, leurs familles indemnisées en silence, leurs noms retirés des listes de gloire militaire que l'Empire publiait volontiers quand il gagnait. Parce qu'une guerre perdue contre un peuple africain, pour la colonie du Cap, c'est une guerre qu'on n'enseigne pas. On n'en fait pas des romans, on n'en tire pas des pièces de théâtre, on n'engrave pas les noms sur des monuments. On classe les rapports, on ferme les dossiers et on passe à la suite. L'Erotoli et Massofa n'ont pas eu ce luxe de l'oubli. Leur victoire, ils les portaient dans leur corps, dans leurs fusils qu'ils n'ont jamais rendus, dans la terre qu'ils marchaient encore librement des années après la fin des combats. La mémoire des vaincus s'écrit dans les archives. La mémoire des vainqueurs s'écrit dans la vie quotidienne de leurs descendants. Il faut mesurer ce que représentait cette victoire à l'échelle du continent. En 1881, les puissances coloniales européennes sont en train de se partager l'Afrique à une vitesse accélérée. La conférence de Berlin, qui va officialiser ce partage, n'aura lieu que 3 ans plus tard, en 1884. Dans ce contexte, chaque résistance réussie est un signal envoyé à tous les autres peuples qui regardent. La guerre des fusils a démontré quelque chose que les colonisateurs ne voulaient pas admettre. Une administration coloniale peut être contrainte à reculer par la résistance armée d'un peuple déterminé sur son propre terrain. Ce n'est pas une leçon abstraite, c'est une leçon concrète, documentée dans les archives du Cap, inscrite dans les comptes de la colonie, visible dans les lignes de dépenses militaires qui explosent
entre 1880 et 1881. Les autorités du Cap ont d'ailleurs tout fait pour étouffer cette leçon. Les rapports officiels sur la guerre des fusils insistent sur les difficultés du terrain, sur la résistance inattendue, sur les problèmes logistiques. Ils parlent peu de la tactique Basotho, peu de l'Erotoli, peu de Mazofa. Nommer ces hommes, c'est reconnaître qu'ils avaient une stratégie. Et reconnaître qu'ils avaient une stratégie, c'est reconnaître qu'ils l'ont emportée.